parce que vous n'avez pas été, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, victime à rester inerte sur place à vous faire démolir. Vous auriez pu aussi fuir. Vous auriez pu aussi donc jouer à la Gandhi. La violence ne passera pas à moi, vous pouvez toujours me taper, mais avoir cette espèce de dissuasion dans la sérénité, dans la paix du comportement, vous voyez, qui dissuadera quand même l'autre de dire non, non, je ne vais pas le taper parce qu'il voilà. Je le tape, il ne fait rien. Je le tape, il ne fait encore rien. Vous voyez, un petit côté comme ça. Bon, alors, voilà, on comprend bien cette interaction. Et je vous garantis, autre et dernier exemple, dans l'affaire Patrice Annec, je l'ai dit 1000 fois, mais lorsque vous avez une victime de viol, la seule rescapée, qui aurait pu être une de la série homicide de ce tueur en série français, c'est parce qu'elle va jouer le jeu, entre guillemets, de la victime partenaire sexuel. Voilà, elle a été donc victime de drogue du viol, elle se retrouve dans la voiture de Patrice avec, et il est en train de la chevaucher, de la violer, donc elle se réveille à ce moment-là. La plupart des victimes auraient crié, hurlé, pesté, opposé, etc., ce qui aurait signé son arrêt de mort. Elle a, parce qu'elle a déjà été violée et qu'elle comprend instinctivement ce qui se joue derrière, semble-t-il, eh bien, donc aura la réaction tout inverse, de jouer la victime qui est plutôt satisfaite, vous voyez, en tout cas partenaire sexuel, qui ne s'oppose pas à ce qui est en train de se jouer. Ça l'a sauvé. Patrice Annec pleure ce jour-là. Il racontera qu'il a pleuré, il a arrêté de la violer, il a pleuré. Réalisant qu'elle n'était pas, comment dire, ce type de femme qui mérite, selon lui, à ses yeux, d'avoir un tel sort. Mais tout le contraire, justement. Là, il est pris en quelque sorte, alors je ne sais pas si c'est la culpabilité chez lui, ou autre chose, mais en tout cas, il a une réaction radicalement opposée de celle d'un tueur en série, à ce moment-là. Et donc, l'interaction, vraiment, c'est capital. Il faut comprendre ça, parce que nous avons notre mot à dire, malheureusement, notre part de responsabilité, d'implication pour le moins, dans un passage à l'acte. Alors, une fois qu'on a dit ça, 3 situations criminelles peuvent illustrer ce propos. Premier cas. Un soir, à minuit 10, le commissariat a reçu un appel téléphonique d'une jeune fille affolée, signalant que leur père avait été agressé à leur domicile. Se rendant sur les lieux, les policiers découvrirent le corps sans vie d'un homme poignardé au cou et s'étant vidé de son sang. Sur place, la mère et les 3 enfants donnèrent des versions différentes, attribuées au choc provoqué par cette agression nocturne. Réinterrogée, la mère expliqua qu'elle se trouvait au lit avec son mari et que celui-ci s'était levé quand il avait entendu du bruit dans le couloir. La porte n'avait pas été forcée, elle n'était pas fermée, à clé, et le verrou n'étant pas mis, un simple oubli selon la mère. Mère et enfant, personne n'avait vu l'agresseur, mais avait seulement entendu une bagarre brève dans l'entrée et la chute d'un corps. L'enquête concernant le couple mise en évidence une jalousie excessive du mari, qui interdisait à sa femme de sortir, de rencontrer des amis et même d'être nourrice à domicile. Lorsqu'elle parlait de séparation du couple, monsieur la frappait, menaçant d'emmener définitivement les 3 enfants dans sa famille en Algérie. Madame donnait l'image d'une parfaite mère de famille, irréprochable et persécutée par un mari jaloux, autoritaire et violent. Cependant, la sœur de la victime, choquée par l'attitude désinvolte de sa belle-sœur au moment du meurtre, fit une petite enquête et mit en évidence plusieurs relations extra-conjugales. De plus, une voisine avait entendu madame dire au téléphone qu'elle en avait assez, qu'elle le tuerait un jour, ou qu'elle trouverait quelqu'un pour le faire moyennant finance. L'enquête officielle met alors en évidence plusieurs amendes de madame, et même qu'elle avait été surprise par son mari en situation d'infidélité. Donc vous voyez bien qu'on est dans le contexte dont on parle depuis tout à l'heure, mais qu'on le prend cette fois-ci depuis le départ, depuis les origines, et notamment l'interaction entre l'auteur et sa victime. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Alors, on n'est pas forcément à partir toujours du même point de vue. Et le dernier amant, marié et père de 3 enfants, quitta sa femme aussitôt après le meurtre et vint s'installer chez madame. L'affaire fut provisoirement classée sans suite, mais le magistrat instructeur décida de placer quand même les lignes téléphoniques du couple sous surveillance. Quel bien lui en a pris. Car alors que l'affaire fut provisoirement classée sans suite, eh bien pendant 1 an, ses écoutes ne révélèrent que le mal vivre du couple, car le nouveau conjoint était tiraillé entre le désir de retourner vivre chez sa femme et celui de rester chez sa maîtresse au caractère difficile et exigeant.
Effectivement aussi, au cours d'une conversation avec sa femme, celle-ci l'accusa de l'assassinat du mari, de sa maîtresse, et il s'en défendit en disant qu'il avait seulement trouvé quelqu'un pour le faire. Sous l'emprise de sa maîtresse, décidé à payer quelqu'un pour tuer son mari, il s'était mis à la recherche d'un homme susceptible de commettre son crime. Il pensait à un jeune homme, Johan, qui s'est donné à mendicidé dans les rues et qui lui avait dit un jour qu'il se ferait n'importe quoi pour dormir dans une chambre d'hôtel et manger à sa faim, sortir de son état de SDF. Alors ce Johan, 23 ans d'origine allemande, sa famille ne s'était jamais vraiment occupée de lui, il avait été placé plusieurs fois en famille d'accueil, il avait souffert d'un manque d'affection et vécu des situations de violence, et alors, dès l'âge de 17 ans, il avait quitté l'Allemagne pour venir en France, vivant de mendicité et dormant dans la rue. Il lui avait été proposé alors 30 000 francs pour commettre ce meurtre, et ce qu'il avait finalement décidé était la description d'une mère battue par son mari et des enfants traumatisés par un père violent. C'est ça qu'il avait finalement décidé. C'était pas l'argent. Alors que la dimension humanitaire pourrait rentrer dans le mobile et exclusivement mobile. Cette situation avait certainement fait écho à sa propre famille soumise à un père violent. Il s'était alors rendu au domicile indiqué, avait trouvé la porte ouverte, avait aveuglement frappé l'homme qui se tenait debout de l'entrée avec un couteau au pinel munis d'une lame de 15 cm. Il avait pris la précaution de porter des gants, et avait ensuite empoché un sac contenant l'argent que madame avait pris soin de retirer progressivement du budget familial. Après les faits, pendant un an, Johan était retourné en Allemagne, il avait repris contact avec ses parents et sa famille d'accueil. Il avait trouvé un travail dans une maison de retraite, mais pour des raisons qu'il arrive mal à expliquer, il avait repris la route et revenu s'installer en France, dans le quartier où il avait déjà vécu, y attendant, semble-t-il, d'être interpellé. Retour inconscient des processus de culpabilité. Il fut alors condamné à 23 ans de prison pour assassinat. Le tribunal eut l'humour de noter qu'il avait enfin trouvé définitivement un toit, un lit propre et 3 repas par jour. On comprendra bien sûr l'intelligence pratique de cette justice. Néanmoins, en commentaire et en illustration de cette interaction auteur-victime, on peut noter d'abord que le mari victime du tueur est loin d'être une victime innocente. C'est-à-dire que sans même aller chercher pour l'instant la responsabilité de madame et de son complice, il y a vraiment des gens qui, comme on dit, donnent un bâton pour se faire battre. Ça commence par ça dans la vie. C'est-à-dire, si vous faites le bien, pourquoi voulez-vous qu'on fasse du mal? Il y a des pervers qui vont vous faire du mal parce qu'ils voient que vous faites du bien et puis donc ils vont un petit peu pervertir les gens. Enfin, ces vraiment qui sont quand même rares. Par contre, que si vous faites du mal, vous allez générer des conflits, des antécédents, des jalousies, voilà. Et par vengeance, ça va rapidement revenir en boomerang. Donc, déjà, c'est ça. L'interaction auteur-victime, c'est prendre conscience en quoi, alors qu'on est victime, c'est vrai, on est victime d'un crime, d'un homicide, c'est sûr, là, oui, bien sûr, pénalement, il n'y a rien à dire. Mais psychologiquement, criminologiquement, victimologiquement, en quoi a-t-il participé, contribué, de son fait, de sa personnalité, de la manière dont il traitait la tueuse, eh bien de sa situation, de sa victimation. Cela n'excusera pas l'acte commis, l'homicide commis, mais c'est clair qu'en victimologie et en criminologie, il y a bien une interaction auteur-victime qui rentre en ligne de compte dans le processus du passage à l'acte. Si cette femme n'avait pas été battue, est-ce que... Voilà. Si cet homme n'avait pas été violent, est-ce que... Deuxièmement, par son comportement abusif, il infligeait à sa femme des privations de liberté et à ses enfants une vie familiale difficile et traumatisante. La femme d'abord victime devient donc commanditaire du crime. Une victime devient criminelle. C'est le deuxième aspect. En quoi vous, premièrement, vous donnez un bâton pour vous faire battre, à vous de voir, à vous de travailler vos vulnérabilités, vos défauts, vos péchés, tout ce que, voilà, pour que vous puissiez apparaître comme non provoquant, non incitateur au crime. Et deuxièmement, attention, en tant que victime, vous pouvez devenir agresseur. Au bout d'un moment, à force d'être frustré, à force d'avoir trop de pulsions, on l'a dit, roi ou autre, etc., vous fantasmez aussi, ça joue un rôle. Tous les facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour que de victime vous passiez agresseur. D'ailleurs, ne dit-on pas que toute violence naît de la souffrance? Toute violence naît de la souffrance. Elle naît, elle ne s'explique pas exclusivement par ça, mais elle naît de la souffrance. Si vous êtes bien, pourquoi voulez-vous effectivement faire mal de vous? Un jour. Un jour. Nous avons été enfermés, je crois. À la suite de quoi,
Troisièmement, l'amant victime de sa passion pour cette femme devient complice de l'acte et le jeune criminel, tout d'abord victime d'une situation affective et sociale déplorable, sans compter la dégradation morale qui inflige 3 années de vie dans la rue, devient le criminel actif de cette dramatique affaire. C'est-à-dire quelqu'un qui, cette fois-ci, était tiers à l'histoire. C'est un SDF qui n'a pas été maltraité. Il n'a pas été maltraité personnellement. Bon. C'est quelqu'un qui n'a pas de mobile parce qu'il dira de lui-même que si vous me donniez 30 000 francs, bon, je prends évidemment, ok, mais ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle je vais commettre ce crime. Alors, c'est quoi le problème? C'est que là, on comprend très bien qu'il y a un fantasme qui joue à plein régime. C'est-à-dire le fantasme d'être le sauveur. De sauver une veuve et un orphelin en détresse, en quelque sorte. Le sauveur de femmes et enfants maltraités. Et là, c'est ça, faisant écho à son vécu, qui sera le plus important dans sa décision de passer à l'acte. Ainsi donc, lui aussi, pourrait-on dire, de victime dans son vécu, maltraité, il devient tueur, criminel, par ricochet. Mais le vecteur des deux, alors qu'il n'est pas, je répète, partie directe à l'histoire, c'est bien le fantasme. Le fantasme du sauveur, issu de sa frustration existentielle vécue. Voilà, ça fait écho. Ce qu'il a vécu fait écho avec la situation de madame. Et il ne veut plus rester frustré, il ne veut plus rester impuissant, il ne veut plus être celui qui ne fera rien, et autant le faire pour quelqu'un qui pourra être sauvé. Moi, je n'ai pas été sauvé. Voilà, je ne peux plus être sauvé. En tout cas, de ce qui m'est arrivé, c'est le passé. Mais moi, maintenant, là, dans le présent et l'avenir, je peux décider de mon destin en sauvant cette famille. Alors, je vais tuer cet homme. Que j'aurais dû tuer, symboliquement, fantasmatiquement, avant, dans mon propre vécu. Et c'est revenir aussi sur son passé symboliquement, évidemment. C'est ça, le sens du fantasme, aussi. Ça va? On va prendre le deuxième cas, puisqu'on a le temps, dans 5 minutes. Un soir de septembre, une mère de famille vint porter plainte contre le responsable du club de football local, son fils âgé de 14 ans, lui ayant révélé avoir été victime d'attouchements à caractère sexuel. De la part de celui-ci, bien sûr. Une enquête menée auprès de tous les jeunes fréquentant ce club mettait à jour des faits de viol sur mineurs de 15 ans, agression sexuelle, organisation de réunions comportant des exhibitions et des relations sexuelles auxquelles les mineurs avaient participé ou assisté. Ces faits duraient depuis 10 ans sans qu'aucun jeune ne se soit plaint de cette situation. Monsieur D, âgé de 50 ans, célibataire, travaillant dans une fabrique des environs, était connu pour son dévouement auprès de jeunes qu'il entraînait et accompagnait dans des compétitions de football. Il vivait seul dans une maison un peu isolée qu'il avait héritée de sa mère, à son décès, et qui servait de lieu de rencontre et de club pour les jeunes qui s'y rendaient souvent, régulièrement et en nombre. Toutes les victimes, une douzaine dans un premier temps, déclaraient avoir été attirées par les nombreux jeux qui se trouvaient au domicile du mis en cause. Tous faisaient état d'un vécu de honte qui les avait empêchés de parler. Le mis en examen déclarait que ces jeunes venaient trouver chez lui ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, en particulier pour répondre à leurs questions sexuelles. Faites gaffe à ça. Quand vous êtes parents, parlez du sexe, parlez des relations sentimentales, entretenez avec vos enfants effectivement cela, même si ça peut vous déranger, mais si vous trouvez ça peut-être maladroit, ou pour vous, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais peu importe, engagez cette conversation-là, car s'il n'y trouve pas des réponses là, il y trouvera des réponses ailleurs. Et c'est en tout cas une voie d'entrée pour tout. Une bonne relation, espérons-le, tant mieux. Une relation que ça ne s'est pas très bien passé, mais au moins c'est une première expérience, tant mieux, entre guillemets. Et les mauvaises expériences proviennent de mauvaises fréquentations qui, bien sûr, y voient là une aubaine pour pouvoir capter le jeune en méconnaissance de cause. Alors, il estimait avoir été un éducateur. Combien de fois on entend ça, hein? Il a éduqué ses jeunes, je vous dis. Hein? Et leur avoir appris ce qu'était la masturbation. Bah oui, c'est normal, hein, quand vous êtes bien sûr un voisin, vous avez des jeunes qui vont chez vous, et que donc
vous êtes un fervent et normal éducateur à savoir comment tu te masturbes. Hein. Imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir et me dit « Allez, viens chez moi, je vais t'apprendre un peu comment on se masturbe. » Après, on passe aux travaux pratiques, tu vois. Hein. Tu trouves ça normal? Non, mais en fait, il faut remettre le curseur là où il faut. Hein. Mais c'était pas que la masturbation. Il y a la sodomie, la fellation. Il interrompait ses pratiques dès que le jeune le demandait ou s'il éprouvait une douleur. Il déclarait les avoir éveillés au plaisir sexuel, comme c'est bien dit, prenant aussi beaucoup de plaisir avec eux, ça on s'en doute pas, enfin on s'en doute, car il n'avait pas de bonnes relations avec les femmes, ça malheureusement c'est ainsi. Faites très attention, mesdames, messieurs, lorsque vous n'avez plus de relations sexuelles avec votre mari ou compagne ou compagnon, il y a forcément quelque chose à combler quelque part. Alors la version soft, c'est on va chercher un autre homme ou une autre femme. Ok. Espérons que ce sera mieux que la dernière fois. Mais quand on ne trouve pas un homme ou une femme, qu'on a un besoin irrépressible, qu'il y a un enfant à disposition, quand maman et papa n'est plus là, qu'est-ce qui peut se passer? Oui. Il faut, sans bien sûr s'obliger, c'est pas ce que je suis en train de dire évidemment, sans s'obliger à avoir des relations sexuelles pour éviter ce genre de choses, même si ça ne vous plaît pas, les compagnons et compagnes, y penser. Et pensez que quand vient le moment où ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, que vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec celui avec qui vous devriez en avoir, et que vous ne voyez pas encore d'amant à l'horizon, hein, peut-être que des choses se jouent avec d'autres personnes que vous ne soupçonneriez jamais. Vos enfants. D'accord? Pour lui, les jeunes étaient consentants. Oui, bah oui, il avait 14 ans, 15 ans, hein, ça nous renvoie à l'histoire de la maturité sexuelle, de l'âge dans lequel on peut être responsable ou irresponsable sexuellement aux yeux de la loi française, des choses comme ça. On parle de 13 ans, on parle de 14 ans, on parle de 15 ans, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment d'actualité. Et donc, consentant, il ne les avait jamais forcés, ils étaient libres d'aller et venir, ils revenaient toujours chez lui, si bien que l'information n'a pas pu retenir à son encontre des actes de violence physique ou de menace. C'est déjà ça de prix. Le père n'oublie jamais ça aussi. Le père, le beau-père, l'oncle, le neveu, le machin, aucun homme évitera les véritables preuves physiques ou les atteintes à la réputation de type violence, menace, voilà, en faisant des relations anales, avec fille ou garçon d'ailleurs. C'est-à-dire que là où vous auriez une déchirure de l'hymen qui serait sans appel sur une défloration commise très vraisemblablement par un adulte qui attesterait, prouverait donc une agression sexuelle, dès lors que vous faites ça habilement avec un doigt ou n'importe quel objet ou une première tentative, mais d'un point de vue anal sans déchirure, ça passe à l'as. Personne ne viendra effectivement vous prouver malheureusement cette agression, même si il y a aussi évidemment des agressions physiques anales qui auraient des déchirures et des blessures physiques exploitables, constatables. Donc, Monsieur D assure ne jamais avoir éprouvé de sentiment de culpabilité. C'est grave, puisque les jeunes venaient chez lui librement. Mais croyez-vous que librement, à 14-15 ans, des jeunes sont dans un état et de maturité et une situation d'expérimentation sexuelle morale et de consentement plein et entier et de l'égalité totale, sans parler effectivement de la sodomie, parce qu'il me semble que la sodomie, même, c'est pas vraiment une expérimentation sexuelle, on va dire, et normale au plan psychiatrique, et souhaitée pour n'importe quel parent vis-à-vis de son enfant si on allait juste que sur ce terrain. Hein. Eh bien, ils passaient même la nuit chez lui, ils étaient de milieux sociaux plus ou moins défavorisés, et ils demandaient de leur acheter des survêtements ou des baskets. Ah, voilà. Donnant. Basket égale relation sexuelle. Ils leur souhaitaient leur fête ou leur anniversaire avec des cadeaux. Ah, cadeau égale relation sexuelle. Anniversaire égale relation sexuelle. Hein? Fête égale relation sexuelle. Il avait installé 2 consoles à un ordinateur. Putain, ce type, c'est bientôt il va
Il va installer une chaîne de jeux, vous voyez, un vrai magasin avec des flippers, des jeux vidéo à n'en plus finir pour attirer ses proies sexuelles. Et les policiers ont trouvé des cassettes et des revues pornographiques forcément, des photos très érotiques, des vibromasseurs, ah oui, sympathique, de l'alcool et de nombreux jeux de société. Mais non, ils sont libres, je veux dire, ils sont très libres, ils sont tellement libres que c'est d'incitation aux mineurs à la débauche. Environ une cinquantaine de jeunes étaient passés dans les mains de M. D, quand même, depuis 10 ans, et il avait associé progressivement les plus âgés à éduquer les nouveaux venus. Ah bah oui, bien sûr, hein, on est à l'école du crime sexuel, finalement. 3 jeunes adultes se trouvèrent donc accusés de complicité dans les faits dénoncés. Waouh! Là, c'est intéressant, cela, en termes d'avocature. C'est-à-dire, comment on va défendre ces gens-là? C'est-à-dire, oui, ils ont effectivement eu des agressions sexuelles ou des comportements anormaux, de ce point de vue-là, au plan de l'euro pénal, mais très clairement, voilà, où se situe le libre arbitre de ces gens-là? Est-ce que certains peuvent être victimes devenus agresseurs sexuels? Déjà. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui sont devenus assez matures, donc ils ont trouvé le plaisir, etc. Mais même s'ils ont été éduqués, même s'ils font ça tout seuls après, est-ce qu'on ne peut pas y voir, justement, dans l'éducation stricte qu'ils ont connue, une manière d'excuser leurs crimes ou d'avoir des circonstances atténuantes, ou alors les rendre totalement responsables de ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont devenus finalement ceux qui n'auraient jamais voulu être, mais puisqu'ils le sont devenus, ben on fait abstraction de tout ce qui s'est passé avant. Compliqué, pas facile. À voir en tout cas au cas par cas. Enfin, le tribunal met en évidence donc l'absence de consentement des mineurs du fait de leur âge, de leur manque de maturité, de faculté de résistance face à un adulte averti ayant une personnalité pédophile affirmée, ayant mis les jeunes en condition et ayant usé du prestige de sa fonction de responsable sportif estimé par les autorités locales et la population. N'oubliez jamais également ça, c'est-à-dire le fait que quand n'importe qui n'arrive plus à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de son âge, quelqu'un de son statut social, ou quelqu'un d'équivalent dans son environnement d'adulte normal, il utilisera très souvent sa position sociale comme circonstance aggravante, être ascendant en tant que père, être dans la confiance en tant que responsable sportif, estimé aussi, hein, la médiatisation, le fait effectivement qu'il a une couverture sociale, comme par exemple être enseignant dans une grande université, et faire des choses donc à côté qui seront à des milliers de kilomètres de ce qu'on attend d'un enseignant émérite et honorable à l'université. Et puis, au-delà, le lien auteur-victime met en évidence le rôle des excitations sexuelles, la place du jeu, l'importance d'un lieu d'accueil et tous les bénéfices secondaires, cadeaux, vêtements, que les victimes obtenaient par leur soumission. C'est donc l'importance du contexte, là, dans cet exemple-là.